est quand même sous-qualifié, dévalorisé, au moment où il est sacralisé, ce que vous inculte. Et ce moment-là, moi je daterais très précisément de Bouvard et Pécuchet. C'est Bouvard et Pécuchet qui marquent le passage de l'acteur disqualifié, encore disqualifié par Flaubert, mais à l'acteur qui bientôt va en fait lui-même contribuer à l'encyclopédie agronome, etc. Merci. Un commentaire qui se rapporte à la communication d'Éric, mais qui également peut trouver des points d'accroche avec les échanges que l'on vient d'avoir, et qui part d'un double constat, celui d'un double mouvement entre amateurs et professionnels. On sait d'une part que la frange, la périphérie des filières a longtemps alimenté le cœur de ces filières, non seulement en contenu, mais aussi du point de vue démographique, puisque un certain nombre de professionnels, d'amateurs plutôt, ont progressivement intégré des entreprises situées au cœur de ces filières, des entreprises ayant pignon sur rue. Mais on sait aussi, à l'inverse, c'est plus récent, et on fait un constat qui vient troubler le premier, qu'un mouvement inverse existe, un certain nombre de professionnels actifs dans le cœur de ces filières, quittant de gré ou par contrainte ces entreprises, en reviennent à retrouver des pratiques d'amateurs, des pratiques d'amateurs, en tout cas des formes d'action qui sont plus proches de celles des amateurs. Il me semble qu'il y a là beaucoup d'enjeux en termes de précarisation des professionnels, mais aussi de professionnalisation des amateurs, et aussi d'externalisation de la création. Et ceci m'amène donc à penser qu'on a bien sûr, on assiste bien sûr au sacre des amateurs, mais aussi au recyclage des professionnels. Je pense qu'il y a là deux aspects qui sont complémentaires. Le deuxième étant peut-être sous-estimé, sous-évalué dans nos travaux. Je suis sacre des amateurs. Moi, je suis pas sûr du tout qu'on soit au sacre des amateurs. C'est comme, alors c'est sûr qu'il y a un mouvement, hein, et puis bon, on a souvent tendance à dissocier les problématiques d'ordre socio-économique, qui renverraient, par exemple, aux questions qu'on aborde, et les problématiques d'ordre socio-politique, par exemple, auxquelles je me suis intéressé pendant très très longtemps, sur la notion autour de la notion de démocratie participative, la participation citoyenne aux affaires publiques et tout. Bon. Le sacre des amateurs ou le sacre du citoyen, si on continue le parallèle, j'en suis pas sûr du tout. Tout ça relève quand même aussi d'idéologie, et que la participation dont on parle ici, c'est une participation où on oublie très très vite quels sont les rapports de force, les rapports de domination. Donc, à chaque fois qu'on parle de participation, de co-construction, etc., bon, alors c'est sans doute mon esprit critique, mais la première question que je me pose, c'est oui, mais alors, dans quel rapport entre les acteurs bon, alors, il n'y a pas toujours des dominants et des dominés. Alors, le sacre des amateurs, jusqu'à preuve du contraire, j'y crois pas du tout, en fait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses qui changent, en effet. Et je pense aussi qu'il y a, comme je pense l'avoir dit brièvement, il y a toute une récupération inhérente, d'ailleurs, aux dynamiques capitalistes, une récupération du travail, et on le voit dans toutes les sphères, par ailleurs. Alors j'ose pas dire dès qu'il est question de créativité, mais la question du logiciel libre est une question très intéressante par rapport à ça. Quoi de mieux qu'une communauté de développeurs de logiciels qui travaillent à 16 heures perdues bénévolement pendant des heures et des heures afin de corriger les bugs, etc. Sur un logiciel que les entreprises d'ailleurs de plus en plus mettent en accès sans avoir débogué elles-mêmes. Donc vous avez là en fait, pour parler d'un terme marxiste, vous avez une création de plus-value encore plus intéressante, puisqu'il ne s'agit plus d'exploiter le travailleur, il s'agit d'exploiter bien au-delà du monde du travail. Ce qui
fait que le monde du travail va bien au-delà de l'entreprise, du monde du travail. Voilà, donc je crois aussi qu'il faut... ça ne veut pas dire que... Ça veut pas dire, moi je pense que là il faut penser en termes de dialectique entre les perpétuations des rapports d'exploitation et puis en effet les questions d'émancipation. Mais que c'est à la fois l'un et l'autre, et qu'on ne peut à mon avis répondre à ces questions-là que sur le long terme en fait. C'est pour ça qu'on est toujours un peu coincé sur les mutations sur lesquelles on travaille. J'allais dire... sans faire comme Harold Innis, travailler sur des centaines d'années, voire des millénaires, je crois qu'il faut donner un peu de recul aussi. Alors quand j'entends le mot sacre d'amateur, j'ai un peu, j'emploie pour le moins des guillemets. Oui, moi je voudrais aborder la question de la gratuité. Je pense notamment à Amazon par exemple qui propose des titres gratuits. Pendant un certain nombre d'heures, voire de jours, voire de semaines. Ça fait monter le titre dans le top 10 des livres numériques téléchargés gratuitement. Et après, il le propose sous un prix, donc il n'est plus absolument gratuit. Et je pensais notamment à la proposition d'Anderson. Alors, on a beaucoup parlé de la longue traîne, mais on pense beaucoup moins aux propositions d'Anderson concernant les différentes fonctions possibles de la gratuité dans une économie de l'abondance. Il lie la gratuité à l'économie de l'abondance. Donc je voulais savoir pourquoi vous n'évoquez pas ce travail d'Anderson. Est-ce qu'il est moins intéressant que la proposition de la longue traîne? Et quelles sont les limites que vous posez à la gratuité, aux fonctions de la gratuité dans les modèles d'affaires ou les modèles socio-économiques? Bon, j'ai forcément été un peu rapide dans la présentation. C'est un point central dans les constats, et je l'ai rappelé un peu dans la conclusion. C'est d'ailleurs pour ça, et la variété des formes explique que moi, je parle plus souvent des formes de gratuité plutôt que de la gratuité. En fait, ce qui se joue, et l'exemple que vous donnez est un bon exemple. On voit bien qu'on a à la fois derrière cette évolution des formes de gratuité, des configurations différentes de valorisation, avec des systèmes d'amorçage, ou en tout cas c'est comme les grandes flashs, etc., ou les promotions dans le commerce traditionnel. Mais ce qui se joue aussi, c'est la valorisation de l'information sur les biens et pas forcément la commercialisation des biens, et ce qu'évoquait aussi Bernard tout à l'heure, le basculement de B2C au B2B, ou dans une logique un peu de vente à compte d'auteur, où finalement on ne vend pas aux consommateurs à la fin, mais on vend aux fournisseurs du produit, et donc une plateforme qui s'équilibre différemment. Donc en fait, donc c'est pas du tout pour alors, ce que je dis là, c'est bien au-delà de la longue traîne, c'est bien au-delà de... On est d'accord. D'autre part, ce qu'on a vu, et c'est pour ça que sur la presse, là, une des suites du travail sur la presse qu'on fait, c'est justement un papier qui sera spécialement dédié à cette question de la gratuité dans la presse. Ça montre bien qu'en fait, on a des formes qui sont très évolutives selon les stratégies en amont. C'est-à-dire que je l'ai montré sur un dessin très rapidement. On voit que selon les modèles d'affaires des sites de presse, la manière dont ils valorisent ou qu'ils utilisent les formes de gratuité, et je mettrai d'ailleurs, y compris d'ailleurs les formes d'abonnement là-dessous, se joue de façon très différente. C'est plus, je pense, qu'il est lié à la rapidité de la présentation. Il nous reste que 2 minutes. Alors, on va mettre fin à cela. Nous allons aller à la pause déjeuner. Et puis, tout à l'heure, pour la suite de l'examen des modèles. Merci de votre attention et de votre patience.